Bienvenue sur le podcast de l'association Buron des Quatre Frères, Il était une fois au Buron. Notre association met en avant le patrimoine de l'Aubrac en réhabilitant les burons, ancienne maison de berger où l'on fabriquait la fourme de l'Aubrac durant l'estive. Nous allons aujourd'hui à la rencontre des acteurs et actrices du territoire qui ont marqué et marquent encore par leur vie et leur engagement la belle région de l'Aubrac. Aujourd'hui, nous vous présentons Paul Fournier, originaire de Luc, au bord de la vallée du Lot. Il est l'aîné d'une fratrie de 9. À 15 ans, après ses études, il passe quelques mois à Paris, puis revient sur l'Aubrac pour travailler au Mazuc durant 15 années, du 25 mai au 13 octobre. Roule à ses débuts, il terminera quant à l'Est. Après son mariage en 1965, il deviendra gardien de troupeau sur le plateau, laitier à la ferme de Montorzier, ou encore participera à la création et au fonctionnement de la station de ski de Bramelou. Il va avoir 90 ans. Paul partage volontiers ses souvenirs dans ses livres, mais aussi à ceux qui le rencontrent. Il nous a reçus chez lui à bord, dans la convivialité de la cuisinière à bois chauffant le salon. Dans ce deuxième épisode, nous évoquerons la vie au buron, ainsi que la fabrication du fromage, la fourme de l'Aubrac. Bonne écoute! Alors pour revenir donc sur l'historique, toi Paul à 15 ans tu es devenu roule. Oui, et alors mon premier patron, il était d'ici, à 15 ans, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Bord, je savais que Bord, il y avait un village qui s'appelait Bord, mais nous, à 15 ans, avant on était à l'école, et on n'allait pas, on ne sortait pas. Le jeudi, parce qu'à l'époque on avait le jeudi et le dimanche. Oui. Et on aidait les parents au menu travaux là-bas, à la ferme, la petite ferme. J'avais qu'une petite ferme, mais il fallait aider, il fallait travailler. Paul, donc à 15 ans, c'est vos parents qui vous ont demandé d'être roule ou c'est vous qui êtes parti Ah ben non, mais à 15 ans, on avait fini l'école. Nos parents nous ont tenus à l'école, tous, jusqu'à l'âge de 14 ans, passer le certificat d'études. Et après, il fallait faire un choix. Alors il y en a qui sont partis. Moi je suis parti le premier parce que bon, j'étais l'aîné, j'étais le plus grand. Mon frère qui était après, il est parti aussi. Quand il a eu passé le certificat d'études, il est parti à la montagne. Et ainsi de suite. Et les filles, il y en a l'aînée, elle avait que 15 ou 16 ans. Elle était partie à Paris, garder des enfants d'une famille, des amis, des gens qu'on connaissait, quoi. Donc vous, c'est ça, vous êtes parti après à 15 ans, vous avez fait le choix de rester sur l'Aubrac? Ben oui, on est resté sur l'Aubrac. Si j'ai tenté, je suis allé à Paris, comme tous les jeunes du pays, mais ça ne m'a pas plu, je suis revenu. Et vous avez fait quoi à Paris? J'étais charbonnier, comme beaucoup, et café, garçon de café aussi. Mais très peu. Non. Et vous montiez le charbon Sur le dos, oui. Mais le charbon, c'était rien. C'est les sacs de bois au 6e étage là-haut. Ça, quand on arrivait là-haut, il y avait des traces sûrement dans le dos du bois. C'était lourd, le bois, c'était les angles des morceaux de bois, là. Et vous rentrez dans la coine. Et combien de kilos les sacs ils faisaient? Ah oui, c'était 50 kilos, les sacs de charbon. Et le bois, il devait faire moins quand même, il était moins lourd, 35, 40 kilos. Mais au grenier? Pour monter au 6e étage. 6e étage. Il ne fallait pas prendre l'ascenseur. Ah oui, je vais en mettre du bois. Il faut que vous n'ayez pas froid, surtout. Et ça, c'était votre couteau de buronnier? Ok, oui. Il a été au bureau, mais il y en avait d'autres. On les plantait dans les potes, tac, le couteau. On ne le prenait jamais à la poche, en gardant les bêtes. Parce que, entre-temps, si on prenait le couteau dans la montagne, tu pouvais le retrouver. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a une croix sur le couteau? La croix sur le couteau l'aïeul? Là, oui, parce que cette croix, il l'a plantée sur la table, le soir, et il disait la prière. Le buronnier, ils avaient une croix comme ça devant. Et donc pour reprendre, donc à 15 ans,
vous êtes devenu Roule, et c'est vous qui avez trouvé donc le buron. Alors, je suis venu, j'étais à la foire, mais je l'explique sur le livre. C'était en 1949. Avec mon père, on a été à la foire à Prado de Vrac, parce qu'à l'époque, il y avait des foires, à Saint-Cyr, à Prado, à Condona, à Cruel, à Laïol, n'en parlant pas, à Vinal, il y avait des foires partout, une par mois à peu près. Alors, c'était le mois d'avril, j'ai été à la foire à Prado, et puis il y a un gars qu'on connaissait, un ami de mon père, je lui dis, mais il y a Portalier de bord, Portalier s'appelait mon premier patron, qui était d'ici, qui cherche un rôle pour sa montagne. Il avait les autres, mais il manquait le jeune, l'apprenti. Alors ils me font connaître, le Portalier, le patron, ils me le font connaître. Moi, jeune, quand j'ai vu ce bonhomme, je le dis sur le livre, d'1,90 m, avec des poignets comme ça, et le chapeau noir, de feutre, dessus, il était impressionnant. Et la blouse, parce qu'il mettait une blouse, les gars, une blouse. Il était impressionnant. Putain, moi, je ne l'emmenais pas large. Et ils m'ont fait connaître, bon, allez, automatiquement, il fallait aller boire un coup, au café. Alors, on était au café, il demande à mon père, vous voulez louer votre fils, là? Je parle en français, mais on ne parlait pas de toi. Vous voulez louer votre fils pour... Oui. Mais ça va, il est costaud, parce qu'à 15 ans, j'étais déjà grand par rapport à certaines d'autres qu'il y avait. Roule. Et bon, et combien vous voulez de salaire? Parce que le salaire, c'est toute la saison, c'était pas mensuel. 50 000. Maintenant, 50 000, ça paraît... Mais c'était 50 000 à l'époque, ça faisait 500 francs plus tard. Ça fait pas beaucoup d'euros maintenant. Hein. Et après, donc, vous avez accepté le contrat. C'est votre papa qui a accepté? Oui. Moi, il m'a demandé. Moi, j'ai dit oui. Il fallait faire quelque chose, il fallait travailler. Et alors, le patron, qui était ici, il dit à mon père, mais il faudrait qu'il vienne début mai pour aider à préparer la transhumance. Alors, moi j'étais libre, j'avais fini mon école et tout. Alors je suis venu, le 4 mai, il y avait une autre foire à Prado, le 4 mai, j'ai monté ma malle avec mes vêtements, tout ce que j'avais, mes sabots, un gars qui avait un camion. On est montés tous dessus, parce qu'il y avait beaucoup de gens à la foire, ils allaient à la foire, mais personne n'avait des moyens de locomotion à l'époque. Alors il y a le camion qui montait à bord, il était bondé de gens, de gars, qui portaient des sacs, chacun avait acheté des bricoles à Prado. Voilà. Et on arrive là-haut face au café, le plus haut. On descend du camion, il descend ma malle, et avec le patron de chaque côté, on a été jusqu'à sa maison, à la maison du patron. Je ne le connaissais pas, moi, le patron. Et j'ai vu, et après j'ai vu la dame, son épouse, et voilà. Mais c'était des gens qui étaient déjà âgés. Alors, ils m'ont dit, bon, tu veux, t'as faim, t'as soif. J'ai compris que c'était des gens gentils, quoi. Et puis, la patronne me fait voir. Tu vois là, le lit là, une alcôve, à côté du feu il y avait. Tu coucheras là. Oh putain. Et je couchais dans l'alcôve, à côté du feu. Mais oui, mais c'est que ça n'a pas duré longtemps. Le 25 mai, il a fallu partir au bureau là-haut. Au bureau, il n'y avait pas d'alcôve à côté du feu. Ça avait changé. Et donc comment, Paul, se passait la journée au bureau alors? Quand vous êtes arrivé au bureau le 25, qu'est-ce que vous faisiez dans la journée? Il a fallu aller ouvrir, ouvrir le parc. Puis au bureau, il fallait nettoyer un peu les accessoires, les gerres, les farades, il fallait les laver avec de l'eau, les rincer. Bon. Et puis, allumer le feu, c'est la première des choses. Il fallait allumer le feu, il fallait voir que la cheminée fumait. Ça voulait dire
Ah, les gars, ils sont arrivés, ça y est. Le soir, il y avait tous les burons qui avaient la cheminée qui fumait, parce que tout le monde était présent. Moi, j'ai connu les burons. Rarement un buron sans buronnier. Tous les burons, il y avait des burons, 400 buronniers dedans, tous. Les 300 burons qui avaient été... Ouais. Il y avait très peu de fermés, très peu. Et puis on a été préparer nos lits, les lits sur le toit là-haut. Les lits, c'était des drôles de lits, c'était des planches clouées au chevron, et puis quelques lattes par terre, là, en travers, et on mettait la paillasse là-dessus, et 2 draps, 2 couvertures, un mot de coussin, et allez, le lit était fait, c'était prêt. C'était de la paille? Oui, les paillasses étaient remplies de paille ou de feuilles de hêtre aussi. À Lozère, ils n'avaient pas beaucoup. Sur l'Aubrac, ils ne se cultivaient pas du blé. Là-haut. Non. Alors, il y en a qui n'avaient pas de paille. Alors, ils bourraient, ils ramassaient les feuilles de hêtre sèches l'automne quand elles tombaient, et ils les gardaient pour mettre dans les paillasses. D'accord. Voilà. Ils y couchaient dessus. Et vous n'aviez pas froid avec... Ah, ben, si on avait froid, tant pis pour nous. On ne demandait pas si on avait froid, pas froid, si on était bien, si on était mal. Chacun se merdait à sa façon. On se couvrait comme on pouvait. On mettait les... Quand il pleuvait, des fois, il y avait des gouttières. Ça m'était arrivé sur le lit de mettre l'imperméable de la pluie sur le lit pour protéger l'eau qui me tombait dessus. Ah oui. Et alors, les vaches montaient, qu'est-ce qui montait les vaches? Vous montiez les vaches? C'était les... Il y avait des buronniers qui allaient aider, mais c'était les propriétaires en principe. Les propriétaires qui montaient? Oui, les propriétaires. Vous étiez déjà au bureau? Oui, voilà. On attendait l'arrivée des... L'arrivée des vaches. Oui, des propriétaires. Et il est vrai que les roules se réchauffaient les pieds en marchant dans la bouse de vache? Oui, ça c'est vrai, Oui. Vous l'avez fait, vous? Et on se lavait par la rosée le matin, quand on marchait des chaussées le matin, parce qu'on partait à l'étraire, et on laissait les sabots en place, on marchait pieds nus, parce que pour être plus rapide derrière les bêtes, parce qu'il y a des bêtes qu'il fallait trotter pour les récupérer. Alors, avec les sabots, impossible, les sabots, il fallait laisser les sabots là, et les pieds se lavaient par la rosée qui couvrait l'herbe, ou alors dans la journée au ruisseau. Au ruisseau, l'eau était froide, mais on lavait les pieds au ruisseau. Et alors, donc, vous avez été roule combien d'années, Paul? Oh, deux seulement, ça suffit, 2. Dans quel bureau? Au Trappe de la Mante, ça s'appelle. Et après, vous êtes devenu pâtre? Pâtre, oui, après. Bédélier. Bédélier. J'ai fait tous les échelons. Je cherchais à connaître les bêtes, à les connaître. Le bédélier, quand il mettait le veau à la vache, je regardais, j'écoutais, j'apprenais. Après, je pouvais mettre les veaux aussi bien que lui, aux vaches. Je les connaissais tous. Quand on est jeune, et puis il faut être un peu passionné quand même, que ça plaise. Si ça ne plaît pas. Et à quelle heure vous commenciez la journée, Paul, alors? Ça commençait vers quelle heure? Quand le jour arrivait. Quand le jour arrivait, l'été. Oh, oui. Et c'était les premiers qui partaient du bureau, c'était le roule et le bédélier. Le roule, il partait avec la trique. Oui. Et faire le tour de la montagne. Regarder que les vaches qui étaient dispersées, il fallait les bouffer. Oui. Il fallait les rassembler. Rassembler au parc. Au parc. Oui. Et puis, le bédélier partait, lui, avec ses cordes pour attacher les veaux sur l'épaule. Et le sel. Oui, à la ceinture, une sacoche avec du sel. Moi aussi, d'ailleurs, le roule aussi. Et puis, il y avait le pâtre. Lui, il avait mis la corde jumelée avec un farat à la gerle, et il mettait ça sur l'épaule, le farat était devant, la gerle sur le dos. Et il partait comme ça au parc. Et le cantalais, il prenait la barre pour porter le lait, la barre pour porter la gerle, et la clé du bureau. Il fallait que l'œil. Et allez, on se mettait là-bas à arriver. En arrivant, c'était le bédélier qui sortait, il rassemblait les veaux au milieu, parce que le parc était partagé en 3.
compartiments. Il y en avait un de chaque côté plus petit, et celui du milieu était plus important pour rassembler tous les veaux. S'il y avait 100 veaux, il fallait les mettre. Et alors le bélier, il en sortait 2 qu'il mettait à la vache. Et quand la vache était disposée à donner le lait, avec le pâtre et le cantalès, leur seau, le farat, qui tenaient 20 litres, les farats, et leur tabouret à un pied, attaché à la ceinture, ils se mettaient à traire la vache. Et la vache était disposée à donner son lait. Il restait combien de temps le veau sous la vache à peu près? Pas longtemps, quand on voyait que ça restait pas longtemps. Ça se voyait quand l'écume commençait à sortir un peu, allez, ça voulait dire que le lait arrivait. Et les veaux, du coup, ils mangeaient l'herbe? Et ils mangeaient l'herbe et puis un peu de foin. On leur donnait un peu de foin des fois quand ils en avaient amené, quand les propriétaires en amenaient. Est-ce qu'il arrivait que vous ayez au buron des veaux qui avaient 1 mois ou 2 mois? Il y avait des jeunes, oui, des petits. Mais enfin, les petits, si le cantalès ou même le propriétaire était raisonnable, il leur laissait une tétine, quand même. Voilà, parce que il y a des veaux, les pauvres, qui sont nés maigres. On ne voit plus ça. On ne le voit plus, ça, maintenant. On ne le voit plus. À cette époque, maintenant, s'il y avait des bêtes comme ça, je me demande, ils auraient des ennuis, même, les patrons, les propriétaires. Parce que c'est des veaux, les pauvres, ils marchaient, mais c'est tout. Il y avait des vaches qui n'avaient pas mis bas ou toutes les vaches avaient mis bas? Oui, là-haut, oui, en principe, il fallait. Oui. Et il y avait par contre un taureau parfois pour la reproduction? Non, même deux. Deux taureaux là-haut. Oui. C'est ça. Oui. Qui étaient parqués à part. Ils étaient dans un autre parc, les taureaux? Ils venaient avec les vaches, ils étaient, oui. Il y en a qui étaient francs, ils ne bougeaient pas. Il y en a qu'il fallait se méfier des fois, parce que... Oui, ça pouvait être... Si vous passez à côté, le gars, il vous allait... Mais enfin, un taureau méchant ne le gardait pas. Il ne le gardait pas. Non. Il ne fallait pas un taureau méchant. Et alors, donc, vous avez été bédelier combien d'années? Au bédelier, là, j'ai été pas mal de fois, oui, bédelier. J'en salue, je ne sais pas compter les années. Ça, pas te rappeler, et puis cantalès. Et j'ai fini laitier, j'étais laitier à Montorsier. Parce qu'à Montorsier, à la ferme de Montorsier, il y avait une petite laiterie. On amenait le lait, il fut un temps, de trois montagnes. Après, c'était 2. Comme mon frère l'a loué, l'avait loué, Montorsier, il y avait la laiterie. Alors moi, j'ai travaillé une paire d'années à la laiterie, puis on a arrêté. Parce qu'on a fait faire le fromage aux buronniers, parce qu'on avait des buronniers aussi avec. Alors, les buronniers, ils étaient 3 ou 4 dans le buron, et une fois qu'ils avaient amené le lait, avec une paire de vaches et la gerle pendue derrière, ils l'amenaient à la ferme. Et les gars, ils étaient libres, après ils n'avaient pas de travail à faire au buron. Alors ils allaient faire la fête. Mon frère a dit, ça ne peut pas durer, ça. Et alors, donc, vous avez été toujours au Trappe d'Elmante? Ah ben là, 3 ans à Notre-Dame, oui. 2 ans de rôle, un an bédelier, après j'ai été après Notre-Dame, j'étais à une montagne à côté de Virals, là, de la montagne de Lazare. J'étais comment dirais-je, au Piège-Cremat. J'étais à Camblat. Camblat, c'est pas loin de bord, là. Le bureau-nez du Cabré, je ne sais plus. 15 ans à peu près à la fabrique du fromage, quoi. Et Cantalès, vous l'avez été combien de temps? Ah ben là, quand j'étais à Altetest aussi, on y est resté là-bas 3 ans. À Montorsier, j'étais considéré comme cantalais quand j'étais laitier. À Camblat, non, j'étais pâtre, mais enfin, j'étais comme si j'étais le cantalais, quoi. La montagne dans Lazare, c'était pareil aussi, la petite montagne à côté. Et Paul, alors, il y avait combien de traites dans la journée? Le matin. Oui. Et l'après-midi, vers les 15h, par là. Vers les 15h. Ouais. Et il y a un traité le lait aussi, le soir.
Le soir, le pâtre, il traitait le lait, il fallait faire la tome, comme c'est été. Et les autres, ils avaient chacun leur boulot aussi. Oui. Le bélier menait les crémeuses, le pâtre s'occupait de sa tome et son cahier. Le cantalais allait retourner les pièces de fromage à la cave. Et le rôle, lui, il gardait les veaux jusqu'à ce que la nuit. Jusqu'à la nuit. Il gardait les veaux dans la montagne, et puis il fallait les rentrer au parc. Mais il fallait regarder qu'ils n'aillent pas avec les vaches. C'est ça. Ils étaient jamais ensemble, en fait, juste au début de la traite, mais sinon les veaux et les vaches n'étaient jamais ensemble. Ah non, parce qu'on n'avait pas pu traiter. C'est ça. Les veaux ils allaient sucer le pied des vaches. Ah. Et du coup, ils étaient parqués la nuit, les veaux et les vaches. Les veaux, mais pas les vaches. Non. Les veaux. Les vaches, elles venaient coucher souvent autour du parc, en sachant qu'il y a les veaux. Il y en a certaines, des fois, qui restaient par la montagne à bouffer. Les vaches, il y en a qui étaient gourmandes. Et j'avais une question. Pour fabriquer le fromage, il faut du... Présure, on mettait la présure. La présure? Oui. C'est de la présure. Et qu'est-ce qu'il apportait, la présure? C'était vous l'achetez? Là, il achetait, ça se vendait, ça. Soit à la Yole ou à Saint-Geniès, ils en vendaient. Par litre, c'était un litre de présure. On mettait une cuillère à soupe, vous avez 120 litres de lait qui caillait. Oui. 1h10 après, on pouvait briser le cahier. 1h10, il fallait compter. Et une fois qu'il était brisé, Briser le petit lait, c'est ça, le petit lait montait et le cahier descendait au fond. Et on faisait le tour avec la trassadou qu'on appelait là, une planche et une roue là, vous l'avez vu ça on faisait le tour, et le cahier devenait une boule qui était lourde, qui descendait au fond de la gerle. Et le petit lait était dessus, et avec une coupelle, on puisait le petit lait qui passait à l'écrémeuse pour faire le fameux beurre. Et le cahier, on le mettait dans une toile, sur une selle, là, on appelait les selles, les tables là, à rebord. J'en ai une à la grange que je vais vous faire voir. une fois qu'il était mis le cahier dans la selle, vous le laissez combien de temps? Dans la toile. Oui, dans la toile. Dans la toile, on le pliait bien dans la toile. Bon, au bout de 5 ou 10 minutes, on le découvrait, et on le découpait sur les bords. Que le petit lait sorte, parce que le petit lait, il ne fallait pas qu'il reste dans les... Il y a des trous comme le pain quand il est levé. Alors, c'est plein de petit lait. Alors là, le petit lait, il faut le sortir à fond. Mais sans trop le sortir, il ne faut pas qu'il soit blanc quand il sort trop. Parce que là, on dégraisse le pain de tome. On le dégraisse. La matière grasse, ça va. C'était un coup d'œil à avoir. Mais il fallait faire quand même cette opération au moins 5 ou 6 fois. Le couper par le côté, on remettait les morceaux dessus, on repliait, et on mettait la planche et le poids à la barre. Il y avait une barre qui montait. Et on mettait le poids au bout de la barre et ça coulait. Il fallait pas. Alors c'est ça, il fallait éviter que ça coule blanc quand même, parce que si ça coulait blanc, ça dégraissait la matière grasse foutait le camp. Quoi. Et après, vous en faisiez quoi? Vous le mettiez? Alors le pain, il restait celui du matin toute la journée. Là. Le soir, on l'enlevait pour mettre celui du soir. Et on mettait à la cave. Et 2 jours, il fallait qu'il reste à la cave à peu près. Il fallait qu'il fermente. Le pain de tome était plein de petits trous, comme un pain qui a bien levé. Là. Des trous. Oui, il fallait que... Et après, ça, on le coupait à la lamelle et on le passait dans une machine que pour le broyer, le friser. Oui. Et là, on le mettait sur une selle, de nouveau, une table à rebord, là, et le canton, il mettait le sel. 18 grammes par kilo. Voilà. Il ne fallait pas se tromper. Et vous mettiez ça dans les moules? Et alors, il fallait bien mélanger avant. Il ne fallait pas prendre ça et puis y aller. Non. Il fallait bien mélanger tout. Et on mettait une toile dans le moule. Et on mettait ça dans le moule. Et puis on pressait, qu'il n'y ait pas de... quand c'était bien plein, il y avait une rondelle au-dessus du moule métallique. Et on mettait ça sur la presse. Il y avait une presse. Le pesadou. On appelait ça le pesadou.
une presse, et là, alors ça restait là la journée. Dans une journée, une pièce de fromage était bonne après, enfin bonne. Elle était prête à aller à la cave, je veux dire. Et la cave, c'était uniquement le Cantalès qui avait le droit d'y aller. Oui, c'est interdit aux autres. Le Cantalès avait la clé, personne ne rentrait dans la cave sans la permission du Cantalès. Parce que sinon, ils auraient pu manger le fromage. C'est ça? Oh, mais non, c'était ça, c'était une coutume comme ça dans l'Aubrac. Le Cantalès était jaloux de sa cave. Et vous n'aviez pas le droit de manger le fromage? Ah, il y avait le manger, si, quand il fallait bien manger quelque chose, ils commençaient à entamer une fourme pour la Saint-Jean, souvent. Un mois après, la portée. Et il fallait bien manger quelque chose. Qu'est-ce que vous mangiez alors au bureau? La soupe, le lait, une tartine de beurre, pendant 142 jours, ça, voilà, le menu. Le menu était varié. Même temps. Tout le temps, c'était tout le temps comme ça. Tout le temps. Et l'aligot? La viande, l'aligot, c'était les jours de fête, quand le Cantalais nous annonçait, ce soir on va faire l'aligot. C'était quand les propriétaires des bêtes venaient voir leurs bestiaux, en été, ils venaient une fois, on faisait l'aligot. Et les propriétaires des bêtes, du Cos, là, ils amenaient un poulet, du jambon, un petit baricot de vin, là, ils étaient bien vus. Et eux, ils se régalaient avec l'aligot, et nous, avec le reste, le poulet ou le jambon. Parce que vous n'aviez pas de viande, vous? Pas de viande, non. Pas un brin de viande. Un peu de lard, un carré de lard pour faire la soupe, c'est tout. Et quelle était la recette de l'aligot? Un sac de... Oh, ben il faut des patates, ou l'aligot. Patates, du lard? Vous mettiez du lard On faisait fondre du lard, oui, dans la poêle, là. Et c'était du lard ou c'était de la ventrèche? Du lard blanc. Oui. Et vous faisiez fondre ça? Vous mettiez ça dans la purée? Mais on mettait du beurre aussi, parce que bon, c'était plus facile, le beurre, que le lard, déjà. Parce que le lard, il fallait l'éliminer après, on ne pouvait pas le laisser dans l'aligot. Ça laisse quand même des restes. Tandis que le beurre, lui, il fondait, on le faisait avec du beurre. Et avec de la crème aussi? Ah, la crème, oui, il ne fallait pas l'oublier, la crème, parce que ça l'arrangeait bien, l'aligot. Et il fallait que la tome fraîche ait moins de 2 semaines. Mais fraîche, trop fraîche, non. Au moins qu'elle ait une paire de jours, la tome. Il fallait qu'elle soit un peu fermentée. Est-ce que vous vendiez le fromage directement C'est les propriétaires. au terron ou... C'est les propriétaires qui le vendaient, là. C'est le propriétaire qui vendait. Et là, il y avait les marchands de fromage qui passaient dans les bureaux et ils sondaient les pièces. Ils sondaient les pièces, il y avait Long à La Yole, il s'appelait Long. Il y avait Sandro à Saint-Gély, il y avait Michael à Saint-Jean-d'Ol. Ils sondaient avec une sonde, il fallait sonder les formes, ils goûtaient. Oui, celui-là, ça lui plaît. Bon, alors il disait au Cantalès, vous direz au patron qu'il me garde 20 pièces de 42 kilos. Elle faisait 42 kilos, les grosses, là-bas, parce qu'en Aubrac, le Quintal, c'est pas 50 kilos. C'est 48 kilos 950 en Aubrac, le Quintal. On appelait ça le Quintal. 50 kilos. Mais toutes les pièces de fromage au-dessus de 40 kilos, on les considérait comme des pièces du Quintal. C'était une façon de parler quand les marchands de fromage parlaient aux propriétaires. Je vous prendrai 20 pièces du Quintal. Pas du Cantal, du Quintal. Et vous l'appeliez le fromage la fourme d'Aubrac ou... La fourme, oui. On ne disait jamais la fourme de la Yole. Jamais. La fourme de la Yole, c'est du fromage de laiterie. La fourme d'Aubrac, c'est du fromage de Buron. Il faut faire attention à ça. Je suis à cheval, moi, sur les appellations. Et Paul, pourquoi est-ce qu'ensuite alors ça s'est arrêté dans les burons? Oh, ça s'est arrêté parce qu'ils ne trouvaient plus le personnel. Personne ne voulait vivre cette vie comme menée, une vie un peu primitive. Hein. 100% nature, ça. 100% nature, mais un peu quand même primitive. Hein, par rapport
à ceux qui étaient en ville, quoi. Hein. Donc jusqu'à quel âge vous êtes resté là-haut? Ah ben moi, j'étais, jusqu'à la retraite, j'ai surveillé les troupeaux sur le Vrac. Mais jusqu'à la retraite, ça fait bientôt, ça fait bientôt 20 ans, 25 ans. Oui. Vous dormiez ici quand vous gardiez les troupeaux? Ah oui. Ça fait longtemps que vous couchez plus dans les burons. Non, je rentrais. Au début, si j'étais resté là-haut au Bartas, une paire d'années là. Mais là, j'étais employé, encore, je n'étais pas marié. Donc, est-ce que vous avez perdu des vaches? Vous avez souvenir? non. Des vaches qui se sont non. perdues? Il ne fallait pas qu'il en manque des vaches, parce que et celui qui surveillait, s'il manquait une vache quand il venait les chercher à la descente, les vaches, il fallait qu'il la paye, ouais. Ah, moi, j'ai vu des gars, j'ai connu des gars il avait fallu qu'ils payent des bestiaux. Et ils les avaient perdus. Ils étaient sous leur responsabilité. Il existait des buronniers mariés? Ah oui. Il y en a même qui étaient avec leurs femmes au bureau, des fois. C'était tout chez les surveillants de troupeau. Au moment de la tête, non, il n'y avait pas. Il y avait que. Il y avait Madame Ramon, la mère à Jean-Claude Ramon, celui qui a Caméjane. Sa mère était buronnière, elle trayait au parc et tout, les vaches. Ah oui, c'est une vraie buronnière. La seule? Ah oui. Moi, aux Anguilliers, je me rappelle quand il y avait un gars qui s'appelait Cavalier, il s'appelait. Il était de Régosou. Parce qu'ils fabriquaient pas de fromage aux Anguillens. Ils en fabriquaient pour lui. Bon, quand on a un troupeau de vaches, si on ne peut pas traire un peu de lait, on est complètement innocent. Vous écriviez à l'époque, quand vous étiez au bureau, des poèmes? Pas beaucoup au bureau. Non. Et quel est votre meilleur souvenir? Vous savez, le meilleur souvenir, c'est le jour où je touchais la paye, ma première paye de buronnier. C'est le meilleur souvenir que j'ai eu. Quand j'ai amené 50 000 à l'époque, parce que c'est zéro maintenant, c'est 50 000 francs à mes parents, je les ai donnés à ma mère, 50 000. Et elle m'a laissé 13 500 francs pour acheter mon premier vélo. Ah, c'était comme ça, à cette époque. Oui. On va voir la presse? Allez, hop. Allez. C'est la fin du podcast sur Paul Fournier. Ce podcast vous est présenté par l'association Buron des Quatre Frères. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à réserver une nuit dans l'un de nos burons. Merci pour votre écoute et à bientôt sur l'Aubrac.